Certains des appareils utilisés par l'US Air Force pendant la Deuxième Guerre mondiale sont devenus des avions de légende. Exemple, le P-47 Thunderbolt, le P-38 Lightning et le P-51 Mustang. Mais aucun d'entre eux ne peut prétendre égaler les états de service du F-6F L4. C'était un avion robuste, d'aspect rondouillard. Il a été développé très tard et Grumman, son constructeur, a démarré sa production dans la précipitation. Le F-6F a à son actif 19 avions et demi abattus pour chaque L4 perdu. Ces seuls chiffres suffisent à montrer que le L4 est un des meilleurs appareils de la Deuxième Guerre mondiale. En plus, c'était un bombardier d'attaque extrêmement efficace, à la fois sur le champ de bataille et en mer. Le L4 a été mis en service en 1942, à peine plus d'un an après le début des premières études. Il sera construit à 12 000 exemplaires en 3 ans, tous fabriqués dans la même usine, ce qui représentait une prouesse industrielle. Le L4 était le second chasseur monoplan conçu par Grumman et le troisième accepté par l'US Navy depuis son abandon des biplans. L'Air Corps avait l'habitude des monoplans depuis le début des années 30. Elle en utilisait déjà en 1932, exemple le Boeing P-26, un petit monoplan surnommé Pea Shooter. Sa voilure unique était haubanée et son train d'atterrissage fixe. En 1932, Grumman, qui avait été fondé moins de 2 ans auparavant, fournissait à la Navy des biplans tels que cet appareil d'observation. Sa conception d'ensemble semble correspondre à une époque révolue, mais 2 de ses caractéristiques sont tout de même modernes, son cockpit vitré et son train rentrant. Certains de ses équipements, par exemple son crochet d'appontage, sont un premier signe du développement des porte-avions. Deux ans plus tard, Grumman va vendre à l'US Navy un petit chasseur, le XF-2F. Il faut dire que depuis sa première commande d'un avion de combat à Grumman en 1935, la Navy n'a jamais cessé d'utiliser des avions de cette marque. Le suivant est le F-3F, sans certains défauts du F-2F. Sa maniabilité et sa stabilité longitudinale étaient bien meilleures. La Navy en a commandé un assez grand nombre d'exemplaires qui seront les derniers chasseurs biplans produits aux États-Unis. Le remplacement des biplans par des monoplans était inévitable. Sur un biplan, il y a des haubans entre les 2 voilures, ce qui en augmente la traînée et en diminue la vitesse par rapport à un monoplan équivalent. Pourtant, sur porte-avions, les monoplans ont 2 inconvénients, leur vitesse d'appontage plus élevée et leur voilure plus encombrante.
Les biplans avaient pour eux leur maniabilité, leur vitesse d'approche réduite et leur robustesse. Mais cela n'a pas pesé lourd face à la vitesse supérieure des monoplans. En fait, à l'éclatement de la guerre, l'époque des biplans était bel et bien révolue. À la fin des années 30, même les bombardiers étaient depuis longtemps des monoplans. Ils avaient des lignes aérodynamiques et une vitesse largement supérieure aux chasseurs biplans de la Navy. Mais les monoplans posaient des problèmes d'adaptation sur porte-avions. La Navy a entrepris toute une série d'essais avec tous les chasseurs de l'Air Corps. Les premiers résultats ont été très décevants. Les monoplans devaient évoluer pour être embarqués. En 1936, le F-3F, débarrassé d'un de ses plans de voilure, mais pour le reste similaire, se transforme en XF-4F1. Il n'était pas beaucoup plus performant qu'un biplan, il sera abandonné pour laisser la place au XF-4F2. Les ingénieurs vont travailler sur ces formes au plus vite car cet appareil suscitait un grand intérêt dans la Navy, mais aussi dans les marines britanniques et françaises. En 1939, sorti d'une nouvelle variante, le F-4F3, qui sera commandé par les Américains, les Britanniques et les Français. Mais quand Hitler a déclenché sa guerre éclair contre la France, les livraisons n'avaient pas encore commencé. Il était surnommé le Wildcat, le chat sauvage. Ses ailes étaient repliables pour résoudre les problèmes de stockage à bord des porte-avions. Une fois repliées le long de son fuselage, ses ailes ne prenaient plus de place, mais les premiers modèles exportés ne disposaient pas de cet équipement. Avec ses formes arrondies, il avait un bon rendement aérodynamique. Contrairement à la nouvelle tendance d'origine européenne qui voulait que les avions soient équipés désormais de moteurs en ligne, Grumman s'obstinait à utiliser des moteurs en étoile. Ce constructeur les considérait plus solides et plus faciles à entretenir. C'est encore plus important sur un porte-avions qu'à terre. Sa voilure médiane, de grande surface et aérodynamique, lui donnait une bonne maniabilité. Cet appareil sera fabriqué jusqu'à la fin de la guerre et ne subira que quelques modifications mineures. C'est la preuve de ses qualités d'origine. La General Motors a dû en fabriquer des milliers d'exemplaires pour approvisionner les marines américaines et britanniques. Fin 1939, les forces terrestres allemandes envahissent la France et la Pologne juste après l'attaque aérienne de la Luftwaffe. Un F-4F de la Royal Navy, rebaptisé Marklet, sera le premier appareil de fabrication américaine à abattre un avion ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale. Une patrouille de 2 Marklet avait identifié et intercepté un bombardier Junker Ju-88 au-dessus de la Grande-Bretagne. Le Junker était un avion rapide pour un appareil de ce type, mais il était incapable d'échapper au petit Grumman tout en rondeur. L'aéronavale britannique déployait ses Marklet à partir de porte-avions conformément à leur utilisation prévue. Ils se sont retrouvés en première ligne dans la bataille de l'Atlantique. Ils se sont montrés particulièrement efficaces. Ils opéraient souvent sur des petits porte-avions avec des ponts d'envol à la surface limitée. À Bethpage, au siège de Grumman, on était conscient des limites du Wildcat. On savait que la Navy allait avoir besoin d'un avion plus gros et plus puissant. Leroy Grumman, qui était à la fois le président et l'ingénieur en chef de la société, avait ouvert des discussions avec la marine pour cerner ses besoins à long terme. Appliquant la théorie Grumman, construire solide et simple, les bureaux d'études ont travaillé sans relâche pour arriver à un nouveau modèle supérieur au Wildcat.
Les pilotes des Wildcat savaient ce dont ils avaient besoin, un avion plus rapide. Cela voulait dire un moteur plus puissant, donc une structure renforcée. Le nouvel appareil pesait 1,5 tonnes en plus, c'est-à-dire 60% de plus que le Wildcat. L'ancien train d'atterrissage était insuffisant. Les ingénieurs en ont conçu un complètement nouveau, qui en plus avait une voie beaucoup plus large. Il était ainsi moins délicat au moment de l'appontage. C'est un appareil de l'aéronavale japonaise qui a déclenché l'entrée en guerre des États-Unis. Lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor en décembre 1941, ils ont détruit une grande partie des forces navales américaines du Pacifique. Mais la flotte des porte-avions américains qui étaient en mer au moment de l'attaque avait été épargnée. Ces bâtiments ont joué un rôle essentiel dans les batailles qui ont suivi dans la mer de Corail et à Midway. Les victoires américaines au cours de ces affrontements ont marqué la fin de l'expansion japonaise. Au cours de ces deux campagnes, l'US Navy ne disposait comme appareil de chasse que de F-4F. Ils se sont montrés efficaces, mais on les a beaucoup sollicités. Le Wildcat est le plus lent de tous les chasseurs américains construits pendant la guerre, mais sa voilure avait une très bonne portance, ce qui lui donnait une meilleure maniabilité et un meilleur taux de montée que certains de ses contemporains, pourtant plus rapides. Le Wildcat s'est comporté plus que convenablement face aux appareils de l'aéronavale japonaise. La férocité de ses combats aériens en mer contre des pilotes japonais courageux et tenaces est devenue légendaire. Les Wildcat ont à leur actif des victoires difficiles sur les as japonais. Le Zéro de Mitsubishi fait aussi partie de la légende de la Seconde Guerre mondiale. Il était extrêmement léger car très peu blindé. Il a été conçu autour de 3 principes, la maniabilité, le rayon d'action et la vitesse. Il était capable de contourner n'importe quel avion allié en combat, mais sa simplicité et sa légèreté le rendaient vulnérable. Ses canons manquaient de puissance et il n'était pas assez robuste pour encaisser les coups. Pour garder le dessus, les Wildcat devaient utiliser une tactique particulière. En fait, les Alliés avaient besoin d'un avion plus rapide et mieux armé pour vaincre le Zéro une fois pour toutes. Cet appareil était déjà en cours d'étude, c'était le Corsair. Cela faisait un certain temps déjà que ce chasseur, puissant avec une voilure en forme d'aile de mouette, était étudié pour équiper la nouvelle série de porte-avions Essex. Ces bâtiments étaient plus grands et leurs ponts suffisamment longs pour des gros avions. Mais quand les États-Unis sont entrés en guerre, le Corsair n'était pas prêt.
La Navy devait trouver coûte que coûte un chasseur rapide pour remplacer son Wildcat. Le programme Grumman a alors trouvé un nouvel intérêt et des supporters. Ce projet, top secret, dénommé XF-6F, a été présenté à la Navy comme un appareil susceptible d'entrer en production extrêmement vite une fois son accord obtenu. Le nouveau Grumman, un appareil conventionnel qui ressemblait comme un frère au Wildcat, était en fait complètement nouveau. Il respectait le principe de Grumman qui aimait les choses simples et solides. La Navy passe sa première commande le 30 juin 1941. Il sera surnommé le Hellcat. Pour faire de la place au F-6F, toute la production de Wildcat et du nouveau bombardier en piqué Avenger est transférée à la General Motors. Grumman consacre la totalité de son usine de Bethpage au Hellcat. Le premier vol a lieu le 12 juin 1942, moins de 12 mois après la signature du premier bon de commande. Il ne faudra que 5 mois de plus pour que les premiers appareils de série soient disponibles. Le Hellcat avait les mêmes ailes repliables que le F-4F. Ce système fonctionnait bien, il n'y avait donc aucune raison de le changer. Pour supporter son poids, le Hellcat avait un train d'atterrissage plus solide à jambes de force, ce qui était nouveau chez Grumman. Cet appareil trapu était propulsé par un moteur Pratt & Whitney Double Wasp R2800 qui faisait 2000 chevaux. Par la suite, son moteur, comme son train d'atterrissage, seront améliorés. On peut se faire une idée de la taille de cet appareil en regardant un pilote monté à son bord. Il était trop gros pour être embarqué sur les petits porte-avions d'escorte qui ont continué d'être équipés avec des Wildcats. Les ingénieurs travaillaient encore sur leur concept alors que les premiers prototypes étaient en cours de fabrication. Ils étaient réalisés à la main par les ouvriers les plus qualifiés de l'entreprise, mais il n'était bien sûr pas question de fabriquer les modèles de série de cette façon. On frappe les ailes avec un maillet pour vérifier qu'aucun outil n'a été oublié à l'intérieur de la voilure. Une clé oubliée coinçant un engrenage ou une poulie aurait pu ruiner le projet. Pour faire partir le F-6F, on utilise le même type de démarreur à cartouche que sur les autres Grumman. Une fois le moteur en route, le pilote peut demander aux équipes au sol de retirer les cales. Le Hellcat est désormais prêt à décoller.
La réussite du Hellcat est le résultat de la coopération entre l'armée et la population civile à l'arrière. Les États-Unis n'étaient pas prêts quand ils se sont retrouvés plongés dans le conflit. Ils disposaient d'un nombre insuffisant d'avions et au demeurant démodés. Pourtant, il leur faudra très peu de temps pour fabriquer à la chaîne des avions de qualité, remplissant à la perfection les missions qui leur étaient assignées. La capacité de production des États-Unis a permis de les fabriquer en bien plus grand nombre que ceux de l'Axe. Le F-6F était l'appareil dont la Navy avait besoin. Cet appareil utilisait au mieux les technologies existantes dont on était sûr. Il pouvait être rapidement livré et en grande quantité. La capacité d'organisation de l'industrie nord-américaine est devenue un avantage militaire déterminant. Les ingénieurs allemands travaillaient sur des technologies nouvelles qui souvent n'en étaient encore qu'au stade théorique, comme par exemple les moteurs à réaction. Mais leur arsenal disponible était confronté à une quantité faramineuse d'avions alliés conventionnels, mais tous excellents. Les nouvelles technologies allemandes sont arrivées trop tard et ont été fabriquées en trop petite quantité pour renverser le cours du conflit. Le Hellcat, un exemple type des avions de conception américaine, était beaucoup plus lourd que ses adversaires, mais ses performances étaient comparables, sinon meilleures. Il avait aussi une puissance de feu plus importante et un meilleur blindage. Même touchés, ces appareils pouvaient rentrer. Les pertes en pilotes américains étaient beaucoup moins importantes que celles de leurs adversaires. Les pilotes de la Navy ont survécu à leur premier combat et sont devenus des pilotes d'expérience. Dans le même temps, le Japon, qui avait des appareils excellents mais qui protégeaient mal leurs pilotes, s'est bientôt retrouvé sans vétérans expérimentés. Après 2 années de bataille dans le Pacifique et en Asie, les appareils nippons étaient pilotés par des hommes sans expérience, voire à peine entraînés. Le Hellcat, produit dans l'attente de la sortie du Corsair, a fortement impressionné la Navy. Ses besoins en appareils étaient tels qu'elle en a commandé un grand nombre, non seulement en attendant le Corsair, mais tout simplement pour satisfaire ses besoins grandissants. Pour les États-Unis, la guerre se déroulait tout autant dans les usines d'armement que sur les champs de bataille. La disponibilité du matériel était un facteur essentiel pour l'issue du conflit. La contribution de Grumman sera vitale. Ce constructeur a non seulement fourni un appareil qu'on pouvait déployer rapidement, mais aussi l'outillage et la main-d'œuvre pour le fabriquer. Il sera produit en quantité phénoménale. Des femmes de tous âges y ont participé. Les handicapés ont eux aussi participé à l'effort de guerre. Ici, on assiste à la mise en place de ces énormes moteurs Double Wasp et de ces hélices qui avaient un mécanisme d'entraînement compliqué. Les sous-ensembles les plus importants sont préparés dans les ateliers avant d'être amenés sur l'aire d'assemblage final.
Dès qu'ils ont reçu le feu vert, les L4 ont proliféré avec une rapidité extraordinaire. L'industrie aéronautique n'avait encore jamais produit autant d'avions dans une seule et même usine. Cette performance n'a jamais été égalée depuis, et pourtant, moins de 3 ans après la livraison du premier L4, la chaîne de production s'arrêtait. Pendant ces 3 ans, on a fabriqué plus de 12 000 L4. Il n'en a jamais existé que 2 variantes, tellement ressemblantes qu'il est très difficile de les différencier. Le modèle 3 a un hublot supplémentaire derrière le cockpit. Il sera finalement supprimé car il n'avait pas d'utilité réelle. Sur le F6, F5, la puissance a été augmentée par injection d'eau dans les moteurs. Il subira aussi quelques modifications moins importantes, par exemple des points d'attache de bombes sous ses ailes. Dans l'ensemble, la cellule est restée telle qu'elle. Cela explique l'incroyable débit des chaînes d'assemblage de l'usine de Bethpage. Mais la principale explication est la très bonne organisation de la production. Même la peinture ne sera modifiée qu'une fois. Le L4 passera du camouflage 3 tons du début au bleu navy presque noir brillant qui sera utilisé longtemps encore après la guerre. Ce L4 terminé est inspecté par le personnel au sol de Grumman. Il va ensuite passer entre les mains des pilotes d'essai du constructeur. Il devait repérer tous ses défauts éventuels de construction avant sa livraison. Ce travail dangereux était accompli par des héros inconnus de la guerre, qui étaient souvent des femmes. C'étaient aussi souvent des femmes qui pilotaient les appareils entre l'usine et leur base. Tous les jours, des convoyeurs venaient chercher les appareils dès qu'ils étaient certifiés. Ils sortaient de l'usine à flot continu. Cette activité se répercutait dans des centaines de sous-traitants à travers les États-Unis. La puissance industrielle américaine a fini par dépasser l'ensemble de celle de tous les autres pays en guerre réunis.
Il y a eu des Hellcat basés à terre sur les îles du Pacifique, mais la plupart, comme les Wildcat, étaient embarqués sur porte-avions. Les F-6F de la Navy et des Marines étaient embarqués à bord des gros porte-avions Essex au fur et à mesure de leur sortie. Les Hellcat se retrouvaient en plein cœur du conflit, quelques semaines seulement après leur certification. L'espace limité à bord d'un porte-avions impose aux appareils embarqués d'être polyvalents. Il serait inconcevable d'avoir à bord différents types d'appareils spécialisés. Il est essentiel pour un appareil de la marine d'avoir une capacité d'attaque au sol. Le Hellcat avait été conçu pour cela dès le départ, avec un taux de descente élevé pour opérer en piqué.
Les Japonais ont toujours été prêts à tout pour attaquer la flotte américaine du Pacifique. Cela s'est fini par des attaques kamikazes. Les Japonais étaient à court de pilotes et de carburant. Avec les attaques suicides, le pilote n'était plus qu'un élément de son appareil parmi d'autres. Les avions devenaient des sortes de bombes pilotées. Ils décollaient avec juste assez de carburant pour un vol sans retour et avec un seul but, couler un porte-avions ennemi. Après Pearl Harbor, l'avance japonaise avait pu être contenue parce que les porte-avions américains avaient été épargnés. La destruction des porte-avions nippons, à partir de la bataille de Midway, a décidé de l'issue du conflit. Pour les pilotes des deux camps, il n'y avait rien de plus prestigieux que d'attaquer un porte-avions ennemi. Et les Japonais étaient prêts à payer n'importe quel prix. Il n'y avait pas que le fanatisme des pilotes nippons qui était difficile à contrer. Il y avait aussi certains de leurs appareils. Au début de la guerre, le Zéro avait eu la maîtrise du ciel. Aucun des pays alliés ne disposait d'un appareil opérationnel aussi maniable. Le Bearcat de Grumman aurait peut-être pu égaler le Zéro, mais il ne sera disponible qu'à la fin du conflit. Pour contrer l'agilité des avions japonais, les Hellcat opéraient 2 par 2 en se servant de leur supériorité à la fois en vitesse et en puissance de feu. Les Hellcat tiraient sur les Zéros en passant à proximité à très grande vitesse. De cette façon, le Hellcat pouvait s'échapper, esquiver un duel avec un adversaire plus agile et opérer ensuite un second passage. Sur les Zéros, on avait privilégié la légèreté au détriment du blindage et de la rigidité. Ils étaient fragiles et pas très difficiles à abattre pour les avions américains équipés de canons lourds. La tactique américaine a fait perdre beaucoup d'avions aux Japonais. Des pilotes expérimentés disparaissaient avec leurs appareils, alors que les Américains, eux, disposaient de plus en plus de pilotes, de mieux en mieux entraînés, avec de plus en plus d'expérience, et il ne manquait ni d'appareils ni de carburant. L'issue de la bataille était prévisible. En 1945, les porte-avions américains, désormais équipés de Corsair en plus des Hellcat, ont encerclé l'archipel nippon. S'il n'y avait pas eu la bombe atomique, il ne fait aucun doute que l'aéronaval et les bombardiers lourds de Curtis LeMay auraient ouvert la voie à une invasion terrestre.
Au début de la guerre, il n'y avait que les F-4F et les F-6F pour faire face aux Japonais. Ils ont participé aux attaques décisives du Pacifique, mais les 4 ont continué à jouer un rôle important, même lorsque les corsaires plus modernes ont été disponibles. Si certains ont ramené leur équipage sain et sauf, c'est grâce avant tout à la robustesse de leur structure et à leur qualité de construction. Ils étaient capables de survivre à des dégâts qui auraient détruit n'importe lequel de leur adversaire japonais. La survie des équipages américains, dont l'expérience s'affinait au fur et à mesure des combats, était un atout majeur. Le premier L4 est sorti d'usine en octobre 1942, le dernier en novembre 1945. Ils n'ont été envoyés au combat qu'en août 1943, mais le F-6F a eu le temps d'abattre plus de 5000 appareils japonais, soit plus de 80% des 6477 avions nippons détruits par l'US Navy dans le Pacifique.